Alors, je suis extrêmement heureuse et honorée de recevoir Stéphane Bern dans le cadre de la publication de son dernier opus de Secrets d'Histoire. Donc, je suis membre du conseil scientifique. Comme personne n'est parfait, je suis professeur d'université d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Et en réalité, si je suis là, je suppose que c'est parce que j'ai une complicité un peu ancienne désormais avec Stéphane Bern. J'avais été entraînée vers lui par Fabrice d'Almeida qui devait être là, mais on l'a perdu, donc je ne sais pas où il est passé. Donc ça va être un tête-à-tête au lieu d'être un trio vers l'émission Secrets d'Histoire, à un moment où la formule était un petit peu différente d'aujourd'hui. Et je dois dire qu'après avoir été un peu réticente en tant que historienne, grincheuse, universitaire, hyper sérieuse, j'avais éprouvé un immense plaisir d'abord à travailler avec Stéphane Bern, qui est quelqu'un d'absolument adorable et charmant. Et je ne le dis pas parce que nous sommes en public, il le sait, je le pense. Je ne suis pas du genre à dire des choses que je ne pense pas. Et par ailleurs, ça m'a appris énormément de choses. Donc voilà. Et surtout, ce qui était intéressant, au-delà de l'expérience humaine qui sans doute est la plus fondamentale pour ce qui me concerne, ce qui a été intéressant, c'était de me confronter à un autre mode de diffusion de l'histoire dont je ne savais pas forcément grand-chose à l'époque. Et je dois dire que ça m'a ouvert un peu les méninges et même les chakras, dans la mesure où, dans cette émission, des gens comme moi, d'ailleurs Stéphane disait toujours, alors vous Isabelle, qui est une historienne sérieuse, comme si c'était une marque de fabrique, mais de fait, je suis une historienne sérieuse, je confirme. Et évidemment, je faisais l'empêcheur de tourner en rond dans cette émission, car Stéphane recevait des gens très divers, et il m'arrivait de dire des choses pas agréables. Bon. Et d'ailleurs, la preuve, il est là, il ne m'en tient absolument aucune rigueur. Donc je suis extrêmement heureuse, je tiens à le dire, le répéter et flatter, que l'on m'ait confié cette mission de passer 1h30 en sa compagnie et la vôtre, pour parler, bien sûr, de son dernier livre, mais peut-être, et avant toute chose, de sa passion pour l'histoire. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous passions 1 heure à discuter... Pardon ? J'ai cru entendre quelque chose, excusez-moi. À discuter ensemble, et puis ensuite donner la parole à la salle, parce qu'après tout, si le public vient ici à Blois, c'est aussi pour poser des questions à nos invités. Donc, pour commencer, en réalité, je ne voudrais pas parler de ce livre, nous allons en parler, rassurez-vous, qui est en fait le fruit d'une sélection par rapport aux émissions télévisuelles. Mais je souhaiterais commencer cet entretien avec Stéphane par le fait qu'il explique dans la préface de son livre qu'il est un passeur d'histoire, un raconteur, et cette notion me paraît fondamentale à l'heure où nous avons, comme vous le savez, des débats qu'il évoque d'ailleurs et qui ne sont pas clos, sur les programmes scolaires, sur la place de l'histoire dans l'espace public, sur les rapports entre l'histoire et la politique. Et c'est une spécialité, je dois dire, pas totalement française, mais quand même assez particulièrement française, que de se déchirer et de s'empoigner, souvent à juste raison, pour ma part, c'est pas un regret, sur ce qu'est l'histoire, simplement parce que, à l'origine de la République, et de la Troisième République, en l'occurrence, il y a un roman national qui est créé, et que ce roman national qui est créé, après, qui succède, si vous voulez, à l'histoire providentielle, qui était le mode d'écriture de l'histoire antérieur à celui que l'on commence à forger à partir de la fin du XIXe siècle, eh bien, ce roman national, il est intrinsèquement lié à notre régime politique, à notre vie politique et à notre vie en société. Ce qui fait que, évidemment, la question est un petit peu compliquée. Alors, sans entrer dans ce genre de débat, la première question que j'aurais envie de poser à Stéphane, et sans doute un certain nombre d'entre vous avaient envie d'entendre la réponse, c'est d'abord comment il est venu à cette passion pour l'histoire, comment puisqu'on parle d'empire, cet empire de l'histoire s'est imposé à lui. Merci Isabelle. D'abord, je vais répondre évidemment à votre question. Merci d'abord pour ce préambule et ces mots très chaleureux et amicaux que vous avez pour moi, qui me touchent évidemment, puisqu'on a un long passé
avec Secret d'Histoire. J'aimerais d'abord saluer la salle. Merci d'être... Je suis impressionné de vous voir si nombreux. Peut-être vous attendez un spectacle de magie, mais... En réalité, je vais te faire disparaître à un moment. En tout cas, je ne sais pas si le but est de faire de moi un historien en 1h30, mais vous savez, et ça répond un peu à la question, c'est que je ne me suis jamais prétendu historien. Je ne suis pas un historien. Je suis, comme peut-être beaucoup d'entre vous, un passionné d'histoire, un amoureux de l'histoire. Je ne respire que par l'histoire, je n'aime que ça, je ne lis que ça. Et depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé l'histoire parce que je me suis toujours demandé d'où on venait, au fond. Savoir, c'est la question des origines, la question du temps qui passe, savoir comment on se situe, les ancêtres, mais pas seulement l'histoire du monde entier, l'histoire de tous les pays. Et donc depuis enfant, je lis des livres d'histoire. Et c'était une passion en moi depuis tout gosse, particulièrement parce que je suis originaire en partie d'un pays très exotique, comme vous le savez, qui est le Luxembourg. Et que les gens imaginent pour d'autres raisons, mais c'est surtout une place forte historique. 1963, Siegfried, la forteresse du Sullenburg. Et donc, j'étais de là et ça me passionnait. J'avais toujours envie de comprendre d'où venaient ces pierres. Ensuite, Vauban a reconstruit la forteresse, il y avait des casemates. Je me suis passionné. C'était un lieu où forcément l'histoire est au détour de chaque ruelle. C'est un peu comme cette ville de Blois où forcément vous êtes immergé, vous êtes imprégné de l'histoire. Et c'est une passion, et j'en ai parlé peut-être déjà tout au long de l'après-midi avec des jeunes étudiants qui sont à la fac d'histoire à Tours, et qui me racontaient un peu ça, puis j'en ai vu d'autres cet après-midi en signature, qui me disent, au fond, l'histoire, nous on fait des études d'histoire, on aime ça, mais ça mène à quoi? Et moi, évidemment, pour plaire à mes parents, j'ai fait un autre chemin dans mes études, mais je revenais toujours à ma passion pour l'histoire. J'ai fait plein d'émissions de télévision en me disant, mais est-ce qu'un jour on me laissera être à la télévision ce que je suis dans la vie, c'est-à-dire un vrai passionné d'histoire? Puis cette aventure, on l'a menée ensemble, chère Isabelle, avec Fabrice Dalméda, avec Clémentine Portier-Kaltenbach également. On s'est retrouvés tous les 4, tous les dimanches, à parler d'histoire. Voilà, depuis Alain Decaux, il n'y avait pas eu d'émission historique à la télévision sur une grande chaîne de service public. Et donc tout d'un coup, enfin, j'ai pu vivre mon rêve, ma passion, qui était l'histoire. Donc oui, je suis un raconteur d'histoire, un passeur d'histoire, mais certainement pas un historien. Et je crois que c'est important parce que c'est une forme de médiateur entre le grand public, qui, comme moi, est un peu... Moi, j'apprends en préparant mes émissions. C'est-à-dire que je n'arrive pas avec des idées toutes faites sur les personnages dont je parle. Je travaille, je me plonge dans la vie, je lis tous les livres des historiens qu'ensuite... Dans l'émission, on met en avant. D'ailleurs, quand vous regardez les émissions Secret d'Histoire, vous voyez que les historiens sont beaucoup plus présents que moi. Moi, j'apparais de temps en temps dans un lieu un peu étrange. Je vous dis, suivez-moi. Je vous fais visiter le lieu. Et puis, mais en fait, la parole est donnée aux historiens. Et donc, je trouve que ça les met en valeur. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que la France, et vous avez raison, Isabelle, de le souligner, on a un rapport très particulier à notre histoire. C'est que autant elle est méprisée, je veux dire, quand on l'enseigne, d'une certaine manière, certainement pas par les enseignants qui font un travail merveilleux, que j'admire énormément. Moi, ce sont des profs d'histoire qui m'ont donné l'envie de me plonger dans l'histoire. Mais la manière, si vous voulez, on vit, pour résumer, les sciences exactes sont mises en exergue, il y a des coefficients partout qui montrent qu'on les met en valeur. Alors que les sciences humaines sont évidemment la portion congrue, à commencer par l'histoire. Et donc les élèves se sentent souvent tout à fait dédouanés de passer l'heure d'histoire, commencer par un quart d'heure de chahut, et ensuite il reste 3 quarts d'heure pour faire de l'Antiquité à nos jours. Ce qui veut dire que c'est pas simple en 3 quarts d'heure. Donc c'est ce qui m'a toujours énervé. Je me suis dit, mais il faut que les historiens retrouvent leur place naturelle dans la société, qu'on puisse découvrir ce qu'ils... Et puis l'histoire est en perpétuelle évolution. Regardez ce que l'ADN a pu faire, par exemple, sur tous les mystères de l'histoire. Moi, j'étais, comme vous peut-être, quand j'étais gamin, j'étais passionné par tous ces mystères.
l'histoire a des secrets. On nous racontait toujours, c'est Balzac qui le disait, qu'il y avait une histoire officielle qu'on nous racontait et une histoire plus secrète qu'on nous cachait. Parce qu'il y avait évidemment des... Je n'aime pas les thèses complotistes, mais c'est vrai qu'il y avait toujours... On nous présentait une histoire plus secrète. Et je me disais, mais j'ai envie d'en savoir plus. À la fois en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé que sur les personnalités. Vous parliez, Isabelle, du roman national. Et c'est vrai que pendant longtemps, eh bien, dans l'histoire, et depuis 68, on a arrêté de raconter l'histoire à travers les personnages. On racontait l'histoire à travers les idées plus. Non ? Vous ne trouvez pas ? Si, enfin, justement, on n'a pas complètement évacué la dimension biographique. Là où vous avez raison, c'est que, de fait, dans les mouvements historiographiques, particulièrement français, hein, on a privilégié, à partir de l'école des annales, enfin bon, à partir de Max Bloch essentiellement, on a privilégié, disons, l'idée de regarder plutôt les masses, au détriment des grandes figures. Et puis, malgré tout, il y a eu quelques révolutions depuis. Bon, alors moi, je suis médiéviste, personne n'est parfait. Je sais que vous préférez le siècle des Lumières. Ne me faites pas le coup de dire que vous aimiez mieux le Moyen-Âge. Non. Bon, en tant que médiéviste, vous savez tous que la chose publiée en 1996 qui a fait grand bruit, c'était la biographie de Saint-Louis par Jacques Le Goff. Ah oui, c'est... Et bon, qui est un monument, qui est à la fois une biographie de Saint-Louis, mais en fait qui est une histoire du règne de Saint-Louis. Mais Jacques Le Goff, avec sa place dans l'école des annales, dans la revue Les Annales, s'emparant du genre biographique, pour les gens de ma génération, on a fait tous un peu gloops parce qu'on s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, il y a un retour de la biographie. Du reste, il suffit pour s'en convaincre. Vous allez faire un tour au Salon du Livre et vous allez voir le nombre de maisons d'édition qui ont des collections dédiées à la biographie. Donc, le genre biographique, le héros ou le personnage, disons, un petit peu important, a fait un gigantesque retour en grâce, je dirais, depuis un petit quart de siècle, un peu moins probablement, du point de vue historiographique. Alors maintenant, si on parle des programmes scolaires, c'est sûr que la figure du grand homme pose problème dès lors qu'on l'on doit enseigner. Parce que comment le choisir ? Et on retombe sur le paragraphe précédent qui est comment écrire une histoire de la France, sachant que la France, c'est quelque chose de très complexe, et de mettre en exergue des personnages, on peut le faire, mais c'est un exercice qui est relativement difficile. Mais dans le travail des historiens, encore une fois, allez au Salon du Livre, vous allez voir, les biographies sont pléthores. Oui. Et on biographie aussi bien les grands hommes, ou les grandes femmes d'ailleurs, que maintenant il y a un nouveau genre biographique. C'est les obscurs. Les obscurs. Oui. Et c'est très passionnant. Moi, je suis plutôt du côté des obscurs. Du reste, demain soir, je parlerai d'un obscur. C'est-à-dire de ces individus qui ont laissé des traces tout à fait minuscules dans les archives, mais dont le parcours, dès lors qu'on peut piquer ici ou là des informations, est assez emblématique ou représentatif de quelque chose. Et là, l'historien professionnel, universitaire, se situe un petit peu aux limites de sa pratique et de l'écriture du roman, d'une certaine manière. Et vous savez sans doute que parmi les tendances historiographiques récentes, il y a l'idée que finalement l'historien non seulement peut boucher les trous de l'histoire, et en fait c'est ce qu'on a toujours fait, parce que la documentation ne nous permet pas de tout savoir sur tout. Donc, boucher les trous de l'histoire en racontant des choses vraisemblables pour essayer de resserrer les blancs entre les pointillés, d'une part. Et maintenant, il y a un nouveau genre qui est sorti, qui consiste finalement à faire une fiction vraisemblable. La fiction vraisemblable. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça interroge aussi notre statut. Voilà. Alors, pour en revenir à vous, Stéphane, parce que c'est quand même le plus important. Non, mais parce que là, vous me tendez des perches sur parler de ces figures emblématiques. C'est ce qui est intéressant. Moi, je m'intéresse évidemment par les émissions de raconter des destins qui sortent de l'ordinaire, des gens qui sont assez emblématiques de notre histoire ou de l'histoire européenne. Et je me pose la question... Pourquoi ? Évidemment, pour accueillir devant le téléviseur un certain nombre de millions de téléspectateurs, il faut quand même que ce soit des personnages attirants, qui nous intéressent. Quand j'ai vu que mon dernier Louis XIV a réuni
plus de 4 millions de téléspectateurs, de même que Louis XVI. Donc je me dis, il y a une appétence des Français pour l'histoire et surtout pour la biographie. Les Français régicides ne s'en sont jamais remis, disons-le tout net. Mais surtout, ce qui était intéressant, Isabelle, c'est de se rendre compte que c'est important de remettre l'humain au cœur de l'histoire. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce que, au fond, je me suis toujours dit, et sans faire d'anachronisme, qui est le danger évident, c'est d'essayer de remettre les passions humaines au cœur de l'enseignement de l'histoire, en tout cas de l'appréhension de l'histoire. C'est que Saint Louis lui-même a aimé, a souffert, a vécu. Qui était-il ? Qu'a-t-il pensé ? Il avait une mère, ça, on s'en souvient. On s'en souvient. Lui Il avait aussi, d'ailleurs. Oui, il avait une épouse et elle a joué un rôle considérable. Le rôle des femmes autour de lui. Et je me suis rendu compte qu'au fond, dans l'histoire, il y avait 3 passions qui dominaient les figures. C'était le pouvoir, la soif de pouvoir, ou affirmer son pouvoir d'une manière ou d'une autre, ce qui conduisait les personnages à guerroyer. C'était l'argent, la fortune, volonté aussi de puissance, mais matérielle. Et puis l'amour, où parfois c'était les questions de cœur, mais parfois il ne visait pas si haut. Et donc, ces questions-là aussi ont motivé. Et donc, on est au cœur des passions humaines. L'amour, le pouvoir et l'argent. Et en fait, ça peut se décliner depuis un millénaire. Et vous retrouvez ce mécanisme. Et donc, je me suis dit, nous, qui sommes ici au XXIe siècle, l'histoire peut nous paraître beaucoup plus proche si on raconte les destins, les figures emblématiques de notre histoire sous cet aspect trivialement humain. Cet aspect humain permet de nous identifier à ces figures. Et donc après, là vous avez tout à fait raison, je ne cherche pas à savoir qui sont les personnages emblématiques qui méritent d'être mis en exergue comme des héros, et ceux qui au contraire ont une face sombre. Je crois que toute personne, quand on l'étudie, on voit la face dorée et puis on voit la face sombre. Et je trouve d'ailleurs dans Secret d'Histoire, j'essaye de mettre... Les historiens sont là, heureusement, pour contrebalancer. Quand je fais une Isabelle la catholique, que certains Espagnols veulent canoniser, je suis obligé de donner la parole, et avec joie, à ceux qui disent « Mais attendez, quand même, l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y a quand même un certain nombre de choses qu'elle a faites qui ne permettent pas de dire que c'est un modèle, ou en tout cas un exemple, ou voire même une héroïne de l'histoire. » Et là aussi, c'est un point où on va se rejoindre, c'est que qui décrète que telle ou telle figure est héroïque ? Et surtout que les héros ont changé. Récemment, on a fait cette émission sur Jeanne d'Arc, par exemple. Jeanne d'Arc a été ressortie du purgatoire, où elle était, de l'oubli où elle était tombée, de façon tout à fait récente. C'est au XIXe siècle qu'on s'est emparé de Jeanne d'Arc. Oui, absolument. Chaque époque fabrique ses héros. Ses héros, Ce qui est fascinant pour l'historien, en réalité, par rapport à ce que vous venez de dire, je vois 2 choses qui me semblent intéressantes à rappeler. C'est qu'il y a d'une part le personnage en son temps, et ce qu'on peut en cueillir. Et ce que vous disiez sur les passions, c'est tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, c'est du reste ce qui aussi intéresse beaucoup le public. Alors, c'est sûr que pour un certain nombre d'historiens dont je suis, finalement, cueillir ces passions, c'est très difficile. C'est très difficile au sens où le travail de l'historien, c'est d'abord de se confronter à des sources. Et les sources, elles ont toujours une origine. Et puis, il y a ce qu'elles disent, et il y a ce qu'elles ne disent pas. Et il y a sans doute autant à trouver dans ce qui est dit que dans ce qui ne l'est pas. Et puis, les émotions, les passions ont aussi une histoire. Par exemple, et pour rebondir sur cette... question que vous évoquiez, du point de vue de l'historiographie un peu sérieuse, un peu universitaire, qui peut ennuyer parfois, mais qui a son charme, croyez-moi. À la fin des années 90, a émergé un nouveau domaine historiographique, une histoire des émotions. Et je peux vous dire que Barbara Rosenwein, qui est une historienne américaine, qui est en gros un peu à l'origine de cela, mais depuis... c'est répandu un peu comme une traînée de poudre. Donc on fait de l'histoire des émotions. Et des choses extrêmement
sérieuse, documentée. Voilà. Donc, on s'est emparé de ce domaine. Et l'histoire des passions, je veux dire, peut tout à fait être reliée à cette question de l'émotion. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a une forme de difficulté, finalement, en tant qu'historien, à entrer, dès lors qu'on ne s'occupe pas stricto sensu d'une biographie, à entrer dans le psychisme, dans la psychologie des individus. Et il y a une forme de prévention aussi parce que les historiens, enfin en tout cas un certain nombre d'entre eux, ont un peu de crainte à franchir cette limite. Pour répondre oui, sur mais alors, pardon, mais franchement, Isabelle, le nombre de personnages historiques qui ont agi sous l'effet de passions humaines. Absolument, sûrement. Oui. Regardez, on a des présidents, par exemple, qui ont agi récemment sous le coup d'émotions, de passions. Pourquoi est-ce que ça serait différent aujourd'hui de ce qui se passait dans le passé? Je ne dis pas que c'est différent. Je suis sûr que Louis XV, par exemple, et je le sais, de même que son prédécesseur Louis XIV, ont agi parfois par passion. Bien sûr. Je ne parle même pas d'Henri IV qui a failli déclencher une guerre européenne simplement pour aller chercher Charlotte de Montmorency qui était chez son mari à Bruxelles. Donc c'est incroyable, il a failli déclencher une guerre quand même. Donc vous voyez, ça aussi c'est des émotions. Et on les retrouve. Et je suis sûr que le public s'intéresse à ça. C'est-à-dire que moi, je déteste les statues de marbre ou de bronze parce que j'ai l'impression qu'on capte une certaine vérité. C'est celle des textes, celle qu'eux-mêmes ont voulu laisser. Le pire encore étant la lecture que nous en offrent les historiographes, ceux qui ont commenté leur règne. Alors que par les émotions, et c'est pour ça que j'adore cette histoire des émotions, c'est qu'on découvre des êtres de chair et de sang, qui ont aimé, qui ont pleuré, qui ont souffert, qui ont ressenti. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le mot à la mode, le ressenti. Mais en même temps, ça a quelque chose, je trouve, de formidable. C'est que vous avez le sentiment, enfin, d'entrer dans l'intimité de quelqu'un et qui vous paraît terrible, beaucoup plus humain, et qui, en fait, est plus sérieux que ça, parce que ça nous explique certaines décisions publiques, politiques, souvent, malheureusement, ce sont des hommes faibles qui ont ou des femmes, hein, je ne mets pas, évidemment, vous l'avez compris, mais souvent, j'ai souvent compris dans mes émissions que les grands hommes, il y avait toujours une femme derrière et que les bonnes décisions étaient souvent prises grâce aux femmes. Et certaines mauvaises aussi, mais décisions, à voir, absolument. Quand eux-mêmes avaient des passions mal placées. Absolument. Mais bon, après, la question, c'est de savoir jusqu'où la passion de tel ou tel absolument. Pousse vers une organisation de la vie politique, de la vie en communauté. Exactement, mais par exemple, la révocation de l'édit de Nantes, je me suis posé la question dans l'émission sur Louis XIV, est-ce que c'est Madame de Maintenon à qui l'on doit la révocation de l'édit de Nantes? C'est une question qui méritait d'être posée. À laquelle je n'ai pas la réponse, car moi, passé 1492, je ne sais plus rien. Je suis désolé. Allons. Non, mais c'est vrai que cette question méritait d'être posée. Et parce qu'elle a eu une influence, évidemment, le retour vers la religion, la peur de la mort de Louis XIV, qui commençait à vieillir. Et évidemment, elle a fait un retour vraiment au catholicisme le plus intransigeant. Donc, c'est intéressant. Mais maintenant, la place des héros, c'est d'ailleurs un titre de Thomas Bernhard quelle est la place des héros dans notre société? Voilà une interrogation que j'ai. Moi, je pense qu'on a besoin, dans des temps un peu obscurs, où évidemment on a tous le sentiment, plus ou moins diffus, que celles et ceux qui dirigent le monde sont devenus, qu'on descend un peu, peut-être les peuples aussi, nous-mêmes, nous descendons d'un échelon. Et donc, je sens que vous êtes un peu déclinologue. Non, je ne suis pas du tout déclinologue. J'observe que, si vous voulez, il n'y a plus ce souffle de l'épopée, cette vision de l'avenir, etc. Parce qu'on est obligé d'être dans... Et je me dis, on a besoin... Moi, justement, n'étant pas déclinologue et voulant absolument rebooster mes compatriotes et leur donner foi en leur avenir, je me dis, on a le plus beau roman qui soit, c'est de notre histoire. On a des personnages incroyables qui méritent d'être étudiés. On a la plus belle histoire. C'est quand même incroyable. Cette histoire qui agrège comme ça toutes les sociétés, quelles que soient nos origines, notre appartenance, nos communautés, peu importe. Quand on s'intègre à la France, on a une des langues les plus belles, une des cultures les plus extraordinaires. Mais qui n'est plus hégémonique. Et qui n'est pas hégémonique, puisqu'elle n'est pas et qui n'est pas impériale. On y reviendra, puisqu'on parle des empires. C'est-à-dire que la France a été un royaume et jamais un empire.
d'une certaine manière. Et donc, je trouve qu'en cela, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à convaincre, on ne cherche pas, mais on est fier et fort de ce qui nous rassemble. Et je trouve qu'on a, comme ça, un certain nombre de héros qui guident la voie, qui guident notre voie, qui peuvent nous permettre de reprendre confiance en nous. Et c'est ce que j'essaye. Évidemment, j'ai une vision très optimiste et très positive de notre histoire, qui est de toujours mettre en exergue des personnages positifs qui nous donnent confiance en nous, alors qu'en permanence, on pourrait se dire ben voilà, tout va mal et ça ira encore pire, ça sera encore pire demain. Moi, au contraire, je me dis, ayons confiance, ayons foi en nous, parce qu'il y a des personnages comme ça qui... enfin voilà, je pensais à Jeanne d'Arc. La leçon de Jeanne d'Arc, au fond, c'est quand il n'y a plus aucun espoir, il y en a encore un. Et en même temps, Jeanne d'Arc, comme vous le disiez tout à l'heure, a été oubliée jusqu'au XIXe siècle. Oui. Elle a ressuscité d'une certaine manière dans le contexte très précis de la naissance de la Troisième République comme une héroïne qu'on dirait de gauche aujourd'hui, oui, voilà. Et aujourd'hui, elle est récupérée un peu plus à droite. Voilà, un peu plus beaucoup même, on peut le dire tout net. Et donc, ce qui est intéressant dans notre discussion, là, et je pense aussi intéressant pour le public, c'est de comprendre malgré tout. D'ailleurs, il y a eu un livre sur ce sujet. Oui, sur le mythe de Jeanne d'Arc à travers les siècles. Sur le mythe de Jeanne d'Arc, d'une part, mais plus généralement sur le titre de l'ouvrage. C'est pas des historiens qui l'avaient fait, c'est des anthropologues. S'intitulait La fabrique du héros, oui, je crois, de Pierre Sanlivre oui. et deux autres auteurs, Daniel Fabre et j'ai oublié la troisième qui était une dame, publiée en 1999, si je me souviens bien, La fabrique du héros. Et donc la conclusion de cet ouvrage, qui passait en revue, alors à travers des articles très universitaires, un peu ennuyeux, mais en même temps qui démontaient bien les mécanismes, et la conclusion c'était finalement, alors on est en 1999, donc... plus tout à fait, c'est pas 2015. Hein. En réalité, le temps, on a parfois l'impression que le temps s'accélère. Et il est clair que la situation de la fin des années 90 n'est absolument pas, n'est pas très comparable à la situation des années 2015 dans lesquelles nous sommes. Néanmoins, la conclusion du livre, c'était d'une part que les héros sont plastiques. Et finalement, votre rapport aux héros a à voir avec le temps dans lequel vous êtes. Parce que, encore une fois, Jeanne d'Arc, c'est un bon exemple. On pourrait parler aussi de Charlemagne, mais on pourrait parler aussi d'autres gens. Et ce que disait le livre, c'était que finalement, est-ce qu'on avait besoin de héros dans un monde, fin des années 90, donc, où les héros modernes, c'était plus des footballeurs et des top modèles, contre lesquels je n'ai rien d'ailleurs, que des grands hommes au sens de l'histoire de la Troisième République. La question est, a-t-on besoin de modèles ? Alors, modèle, héros. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Mais si vous voulez, une société qui se donne entièrement aux footballeurs ou aux héros... Vous voyez, par exemple, on parle maintenant de héros de la télé-réalité. Moi, je parlerais davantage de zéro de la télé-réalité. Enfin bon, il y a des liaisons qui sont tout à fait audacieuses, mais... qui font mouche. Qui font mouche. Mais c'est vrai qu'une société qui se donne à ces héros-là, c'est une société qui va mal. Bah, dis-moi quel héros tu cultives et je te dirai qui tu es. Évidemment, c'est un peu ça, si l'idée, vous voulez, hein. Je me dis qu'on peut substituer à cette mode, à ces héros-là, on peut substituer d'autres héros de notre histoire qui sont beaucoup plus beaucoup plus emblématiques de notre histoire, beaucoup plus de notre et qui nous permettent ils sont là, un héros est là pour nous guider aussi, peut-être pour nous donner, je sais pas, pour nous guider, je suis pas du genre regardez, il guide nos pas, mais c'est plutôt peut-être il nous donne confiance en nous. Je crois que de se dire que l'avenir dure longtemps et que la France, elle a plus d'un millénaire d'histoire derrière elle, et que voilà, les petits tracas sur 10 ans peuvent paraître... C'est dur à vivre pour nous au quotidien, mais encore une fois, l'avenir dure longtemps. Donc je trouve que c'est une vision, peut-être les historiens peuvent me le reprocher, à juste titre. J'ai peut-être une vision très positive qui est de se dire, peut-être d'écrire à mon tour des pages du roman national, et certains historiens de garde me l'ont reproché, peut-être à juste titre, mais je l'assume pleinement, n'étant pas historien moi-même. C'est-à-dire que moi, mon travail, je vous l'ai dit, je m'appuie sur le travail d'historiens qui, eux, se sont intéressés aux sources, pour en faire mon miel,
Et à la manière de ces passeurs d'histoire, eh bien, j'essaye de la rendre accessible au plus grand nombre en faisant des chapitres courts, comme vous l'avez vu, jamais plus de 8 pages, en racontant une histoire, en essayant de l'angler le plus précisément possible autour d'une question qui m'intéresse ou qui peut intéresser le public, encore une fois, parce que moi, ce que je veux, c'est rendre l'histoire accessible à tous. Libre après à chacun d'aller se plonger dans les biographies ou dans les études savantes. Moi-même, il m'arrive, par exemple, j'ai lu cette étude sur la fabrique des héros, mais j'ai lu également des études sur Jacques Le Goff. D'ailleurs, je lui avais dédié l'émission sur Saint-Louis que j'ai faite l'année dernière pour le 900e anniversaire de sa mort, parce qu'évidemment, Jacques Le Goff, pour moi, est un monument. Mais c'est fascinant, vous savez, d'essayer dans un livre de retracer... de remettre l'histoire dans sa géographie. Ça peut vous paraître étrange. D'ailleurs, les cours sont toujours d'histoire géo. Mais je ne peux pas comprendre qu'on s'intéresse à l'histoire si on ne va pas dans les lieux où elle s'est déroulée. Et je vous assure que quand vous êtes dans la cour de guet, d'Aigues-Mortes, par exemple, et que vous voyez, vous comprenez la toponymie des lieux, vous comprenez la géographie, vous êtes là, vous voyez les bateaux, vous vous dites, ben voilà, c'est là qu'il a mené sa croisade. Je ne me permets pas, évidemment, au passage, j'ouvre la parenthèse que je referme. Quand je parle des croisades dans l'émission de Saint-Louis, je ne dis pas qu'il faut la faire, parce que certains m'accusent de... Vous voyez, quand j'ai dit à propos du duc d'Aumale, j'ai raconté la prise d'Alger en disant « Vous êtes un horrible colonialiste ». Évidemment, c'est à refaire aujourd'hui, je dirais non, n'y allez pas. Mais je fais mon travail. C'est-à-dire, je dis, voilà ce qui se passait en 1830. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord, Isabelle, c'est... Autant j'essaye de valoriser les personnages de notre histoire, autant on est confronté en permanence à des gens qui font des anachronismes, qui se disent on doit en permanence dire attention, c'était comme ça avant, mais il ne faut pas le refaire. Ben oui, évidemment, les bûchers de l'Inquisition, ça n'existe plus dans notre pays. Ça existe ailleurs, mais pas dans notre pays. Et heureusement, vous voyez, donc en permanence, je suis obligé maintenant d'expliquer. Mais je crois au lieu de l'histoire. J'aime bien être dans un endroit. Quand je dis suivez-moi, c'est un peu un gimmick amusant, mais c'est pour montrer aux téléspectateurs qu'au fond, l'histoire se vit dans les lieux où elle s'est déroulée et qu'on comprend mieux et les décisions et ce qui s'est passé quand on a comme ça sous les yeux l'endroit. Donc vous voyez, j'essaye d'avoir un regard assez distancié sur ces héros. J'essaye de ne pas les magnifier trop. Et j'essaye maintenant dans les émissions d'avoir comme ça, de ne pas instruire leur procès, mais en même temps de donner la parole à des historiens qui ont une vision plus négative. C'est ce que j'ai fait récemment sur Louis XIV. Et je trouve que le soleil a aussi ses ombres et sa part d'ombre, en tout cas. Et c'est important de le rappeler. Donc voilà pour mon rapport à l'histoire. J'étais un peu long, non ? Non, mais c'est parfait. Je pense que c'est aussi ce qui intéresse le public et qui, dans le contexte de Blois, est très important à expliquer. Je crois que ce qu'il faut retenir de ce premier échange, c'est que, il y a divers usages de l'histoire et qu'il y a la place, en tout cas c'est ma conviction profonde, pour diverses manières de se positionner. Et votre rôle est un rôle fondamental, y compris pour nous autres les universitaires. Du reste, j'ai le souvenir que jamais aucun de mes collègues, quoi qu'il en dise et quoi qu'il en pense, qu'on avait sollicité, a répondu non. Non. Voilà. Pour venir dans les émissions. Honnêtement, ils ont tous accepté. Mais bien sûr, évidemment. Un peu parce que la télé, ça fait rêver, même quand on est à rat de bibliothèque. Mais ça fait rêver, mais ça fait vendre les livres surtout. Ouais, ça fait vendre les livres. Pardon d'être trivial 2 secondes. Enfin, écoutez, franchement, quand vous les voyez dans les émissions Secrets d'Histoire et qu'à la fin, vous avez le déroulé avec les ouvrages dont on parle, les références. Absolument. Et vous avez le nombre de courriers qu'on reçoit sur Secrets d'Histoire. C'est une fois de temps en temps, on nous demande la musique, mais la plupart du temps, on nous demande « j'ai pas eu le temps de noter le nom de l'historien, etc. » Voilà. Et donc, on envoie les coordonnées du livre qui justifient la présence de l'historien. On prend toujours les historiens les plus pointus. Et moi, ce que je trouve encore une fois formidable, c'est que les historiens dans les émissions sont plus présents que moi. Et moi, je suis juste un passeur, je passe les plats.
d'une certaine manière, et c'est à eux de faire le travail. Je me permettrai jamais de me mettre à la place des historiens, et j'essaie de rester à ma place avec beaucoup d'humilité. En revanche, c'est vrai que ce que j'ai toujours aimé dans nos rapports avec Isabelle, c'est que Isabelle, moi j'étais celui qui aime les mythes, vous savez, les belles histoires. Et donc Isabelle, chaque fois, elle venait me casser. Et chaque fois que je parlais... Pas complètement, quand même. Pas complètement, mais chaque fois, vous savez, on rêve toujours... moi, je suis de l'école d'Alexandre Dumas. C'est-à-dire... moi aussi, d'une certaine manière. Oui, mais c'est vrai qu'il nous en a brodé de belles histoires. Il disait qu'on pouvait violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Donc... c'est authentique. Je ne m'approprierai pas cette citation avec votre permission. Elle est d'Alexandre Dumas. Fut-elle d'Alexandre Dumas. Mais c'est vrai que c'est le roman historique. Et moi, j'essaye de ne pas être dans le roman, même si dans les émissions, il y a des moments, comme vous le dites, ce qui est en pointillé, avec l'accord des historiens, on le fait vivre par des figurants qui essayent, parce que parfois il y a des films qui nous servent beaucoup, et puis je crois que la télévision, je ne peux plus être seul devant la caméra comme Alain Decaux raconte. Aujourd'hui, on ne peut plus raconter l'histoire comme cela, avec le doigt, et il est merveilleux, Alain Decaux. Il avait un talent que je ne pourrais pas, et que ni mon meilleur ami, qui est Franck Ferrand, ne pourrait avoir. Mais en revanche, je trouve que l'image a aujourd'hui une force. Vous tous, vous regardez la télévision, vous êtes sur les tablettes numériques, vous regardez les émissions en replay. Voilà, la télé se consomme différemment. Et je trouve que vous connaissez les images, vous voyez les films, vous en consommez. Je trouve que tout cela doit nourrir l'appétence des Français pour l'histoire. Tout est bon. Il y a plein de clés d'entrée. Ce que j'aime quand on fait les émissions d'histoire, c'est d'amener par la médecine, par la beauté, par la gastronomie. Je trouvais formidable, quand j'ai fait mon émission d'Henri IV, d'apprendre à faire la poule au pot. Je trouvais que c'était... pour une fois, les secrets de beauté d'Agnès Sorel ou de Diane de Poitiers. Parce qu'elle est morte jeune, mais belle, évidemment, puisqu'elle s'est empoisonnée à l'or et à l'arsenic. Mais je trouve ça intéressant, parce que du coup... tant avec Philippe Charlier, on va ouvrir, on descend dans le tombeau, on l'exhume, on fait des recherches. Et je trouve que l'histoire, c'est aussi cela, c'est une aventure passionnante. Et moi, si je peux donner le goût de l'histoire, il y a plein de mères qui m'écrivent, parce que les jeunes, finalement, sont très timides, en me disant merci, vous avez enfin donné le goût de l'histoire à mon fils ou à ma fille qui n'aimait plus ça ou qui n'aimait pas ça, ou vous êtes le prof d'histoire que j'aurais voulu avoir. Mais je ne suis pas prof d'histoire, mais je rends hommage à tous mes profs d'histoire que j'ai eus, qui m'ont passionné, ils m'ont donné envie. Et je trouve que si je peux donner envie à des milliers de gens dans notre pays de se passionner pour l'histoire et d'aller lire... Non, alors, certes, mon livre, je suis très content, il marche très bien, merci, moi je ne suis pas là pour me vendre. En revanche, ce que je trouve formidable, c'est que les gens aient envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que sur un sujet, moi c'est une sorte de Reader's Digest, et puis ensuite ils ont envie d'aller plus loin, ils disent moi j'ai envie de travailler, d'étudier telle période, telle histoire, tel personnage, et vont voir l'historien le plus précis, le plus pointu dans son domaine. Ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. C'est pour ça que j'ai toujours, avec même les historiens, je fais pas mal de débats avec Jean Tullard, par exemple, qui est le spécialiste de Napoléon. Et il a toujours considéré que, grâce aux émissions de Secrets d'Histoire, il me dit, il est assez cabot. Et il me dit... il n'est pas dans la salle, par hasard. Non, mais il le sait. Et donc, il dit, grâce à vous, oui, j'ai revendu pas mal de livres, etc. Donc, je trouve ça bien. Moi, ça m'enchante. Ça veut dire que l'histoire est toujours... On est l'un des pays qui s'intéresse le plus à son histoire. C'est quelque chose dont on doit avoir conscience. Alors, ce que je ne supporte plus, si vous voulez, c'est que dans les émissions de télé-réalité, on interroge dans la fabrique des crétins, ces gens qui ne connaissent rien, qui ne veulent rien savoir, parce que maintenant, il faut se dire, le véritable ennemi, pardon, je suis sorti des rails là, mais le véritable ennemi, c'est l'inculture revendiquée. Moi, autrefois, quand on ne savait pas, on disait, je suis désolé, mais expliquez-moi, dites-moi, je suis désolé, pardon, je ne le savais pas. Maintenant, je ne sais pas et après tout, je m'en fiche. Ça, c'est l'attitude d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui me révolte. Ou quand je parle d'une époque, les gens me disent « Oh, ben, j'étais pas né. » Ben, moi non plus, j'étais... très bien.
j'ai l'âge que Stéphane, vous pointez un problème du doigt qui est très intéressant. Alors, vous m'avez servi sur un plateau la transition avec les empereurs, mais tant pis, c'est pas grave, on va faire un petit excursus comme ça. Le rapport à la chronologie, qui est un vrai débat, et au temps qui passe. Et c'est vrai que moi qui suis une enseignante à l'université, je note que mes étudiants ont un rapport un peu distendu au temps, et puis surtout que le temps ancien, en fait, c'est juste avant-hier, quoi. C'est-à-dire la question de la profondeur du temps, de l'épaisseur du temps, voilà, quelque chose. Mais en même temps, nous, si je puis dire, nous sommes dans des sociétés de l'immédiateté. Voilà, on clique, etc. Et donc, on a l'impression que tout est très proche. Et finalement, ce qui date d'avant-hier semble un temps quasi préhistorique. Donc, il y a un rapport au temps, de même qu'il y a un rapport au héros. Qui évolue. Vous savez, c'est dans la vie de Galilée, Bertolt Brecht fait dire à l'élève de Galilée malheur au pays qui n'a pas de héros, et Galilée lui répond malheur au pays qui a un héros. Bon. Donc, pour bien montrer un petit peu finalement la différence de point de vue qu'on peut avoir sur le sujet. Bon, pour le rapport au temps et à la chronologie, c'est à peu près la même chose. En même temps, moi, en tant que prof d'histoire, parce que finalement, je suis universitaire, d'abord prof d'histoire, je reste parfois un peu, comment dirais-je, bouche bée devant l'ignorance de certaines grandes dates. Et puis, j'y réfléchis et je me dis, est-ce si grave ? C'est-à-dire que ce qui me gêne, c'est l'absence de conscience de la profondeur du temps. Ensuite, que telle date ne vienne pas immédiatement à l'esprit, personnellement, ça ne me gêne pas. Mais franchement, chaque année, on interroge les gens pour savoir ce que représente le 11 novembre, ce que représente le 14 juillet. Bien sûr. Par exemple... Oui, mais ça, c'est la vie quotidienne des Français. Oui, mais mais on est par exemple là le 18 juin 1815, le 25 octobre 1415, ou 1515 Marignan, on l'apprend quand même. Mais il y a plein de gens qui passent à côté de cela. Et qui me disent, quand je leur dis gentiment, parce qu'évidemment, moi, je ne donne de leçons absolument à personne, mais me disent, je n'étais pas né, mais moi non plus. C'est-à-dire, en même temps, mais c'est pas parce qu'on n'est pas né qu'on ne doit pas connaître son histoire. C'est la négation de l'histoire, en l'occurrence. C'est la négation de l'histoire, et c'est ce qui est grave. Pourquoi c'est grave ? Parce qu'on ne peut pas faire des citoyens responsables si on ne connaît pas notre histoire. Et voilà, on ne peut pas... Alors, là, ça, c'est un point qu'on peut débattre. Ah, mais on peut en débattre, mais moi, j'en suis convaincu. La responsabilité, l'exemplarité de l'histoire. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que l'histoire serait exemplaire, ou plutôt... Ah non, elle n'est pas exemplaire. Voilà, je suis spécialiste d'une période où on disait ça. Moi, je ne crois pas que l'histoire soit exemplaire. En revanche, on peut, pour ne pas être un citoyen manipulé, on doit connaître son histoire. D'abord parce que si on ne connaît pas on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Et surtout, on risque de revivre les pages les plus sombres de notre histoire. Et donc, je pense que la connaissance lutte contre l'ignorance et donc contre toute la barbarie qu'on peut voir autour de nous. Regardez, pardon de prendre un exemple, et j'ai été obligé de le citer dans la préface de mon livre, c'est de dire que quand on commence par tuer des vies humaines, la chose qu'on fait immédiatement après, on détruit les témoignages de la civilisation des civilisations qui nous ont précédés. Ce qui est en train de se passer à Palmyre, par exemple. Et donc, c'est un symbole terriblement... C'est pour montrer on veut détruire le passé. Il y avait ce livre merveilleux que j'avais lu dans mes études, qui s'appelait « Faisons du passé table rase ». Et c'était très intéressant de voir ce rapport à l'histoire où, justement, on veut s'affranchir de son passé. Mais c'est le début de la barbarie, quand on s'affranchit de son passé. Et donc, moi, je suis prêt à apprendre le passé, l'histoire de tous les peuples et de toutes les traditions. C'est ça qui est important. Ça doit s'additionner et ne pas se retrancher, me semble-t-il. Ça, c'est une belle position. Je suis d'accord avec vous. Alors, parlons des empires maintenant. Voilà, les empires. Les empereurs. Parce qu'il y a pas mal d'empereurs. Empire, on va commencer par les empereurs. Voilà. Alors, on va commencer par les empereurs. En l'occurrence, si j'ai bien compté dans le livre, il y en a 6. Alors, je les cite pour le public qui ne serait pas encore venu vous voir et qui n'aurait pas encore eu le livre entre les mains. Dans l'ordre chronologique, Charlemagne, un empereur très entouré. Rodolphe II de Habsbourg, l'alchimiste, peut-être un peu moins connu du public. Pierre Ier de Russie, aussi grand que son pays. Napoléon Ier, pouvait-il
gagné à Waterloo? Ça, c'est une bonne question. Dom Pedro II du Brésil, je ne suis pas sûre que le public le connaisse très bien. Pourquoi a-t-il renoncé au pouvoir? Et pourtant, c'est un personnage tout à fait fascinant. Oui. Et puis, Hirohito, un chef d'État ambigu. Alors, je ne sais pas si, dans le temps qui nous est imparti, nous allons tous les passer en revue. Peut-être avez-vous d'ailleurs une préférence. J'ai adoré. Enfin, je suis allé tourner à Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, où chaque année on remet ce fameux prix Charlemagne, oui, alors, voilà, qui récompense un grand Européen. Ça m'a étonné parce que Charlemagne est-il l'ancêtre de l'Europe? Ou le père? Le père de l'Europe. Voilà une idée. En fait, lui il était j'allais dire le souverain de l'Europe, puisqu'il possède il possède la France et l'Allemagne. Oui, en gros, enfin, il avait quelques prétentions. Oui, voilà, il avait quelques prétentions aussi un petit peu plus au sud, mais de fait, quand on regarde la carte de ces territoires, oui, il y a une forme de cohérence, certes, mais surtout, l'idée de Charlemagne, père de l'Europe, c'est une idée qui a surgi au moment de la rédaction de la Constitution européenne. Et donc, ça renvoie à notre conversation précédente, hein, le besoin que nous avons, je dis nous, c'est un nous collectif, hein, de trouver des figures tutélaires, de se raccrocher à quelque chose, et puis d'ancrer dans le temps long. Bon. Alors, évidemment, puisqu'on parle d'empire, l'empire de Charlemagne et l'Europe d'aujourd'hui, je serais bien en peine de dire où sont les points communs. Aucun. Oui, aucun. À part un point de géographie. Peut-être, et même encore, puisque de toute façon, la communauté telle qu'elle est construite aujourd'hui excède très largement finalement les limites de l'Empire, et que par ailleurs, on ne peut comparer que ce qui est comparable. Et puis surtout, il les a imposés, enfin, il a massacré, il faut le dire. Enfin, je veux dire, on présente toujours l'empereur à la barbe fleurie. Il a converti. Il a converti de force, et ceux qui ne voulaient pas, il les tuait. Donc, ça, c'est une vieille technique. Hein. Je sais. Encore une fois, je ne juge pas, puisque, comme on l'a dit, on ne va pas faire d'anachronisme, on ne va pas. Mais c'était autant de ce qu'ils considéraient comme la foi unanime. Voilà. Et donc, les Allemands et les Français se disputent un petit peu la mémoire de Charlemagne. Il se trouve qu'aujourd'hui, Aix-la-Chapelle. Est en Allemagne. Il n'y a pas de doute là-dessus, voilà. Mais son souvenir est très présent. Oui. Et c'est un personnage, c'est un personnage, encore une fois, qui, de son vivant, on était très soulagés en 814 quand il est mort. Et tout le monde, il est mort dans une relative indifférence. Indifférence générale. Et puis en plus, il avait fait une chose, moi, encore une fois, vous allez dire que je m'intéresse à la vie privée de Charlemagne. Mais il avait une attitude quand même terrible. D'abord, il s'est marié 5 fois. Les femmes mouraient jeunes, elles mouraient en couche surtout, et lui continuait à courir. Il avait des maîtresses, etc. Des concubines. Des concubines, oui, pardon. On disait des concubines à l'époque. Il avait plein de filles. Il a eu 3 fils, hein, évidemment. Et puis, dont Louis, Pépin et Charles. Mais il a eu plein de filles. Et il a interdit à toutes ses filles de se marier. Parce qu'il ne voulait pas qu'en épousant la fille de l'empereur, Charlemagne, eh bien, un gendre devienne un souverain concurrent possible et puissant. Donc, elles ont toutes fini ou au couvent, ou en tout cas, elles n'avaient pas le droit de se marier. Et il y a une de ses sœurs qui a eu le droit de se marier, mais elle n'a pas eu d'enfant, et l'autre était au couvent aussi. Alors. Donc, il était très entouré de femmes, qui étaient plus cultivées que lui, parce que pour celui qui a fondé l'école, soi-disant, il était inculte, il ne savait pas écrire. Mais il savait s'entourer. Il savait très bien s'entourer, et particulièrement de femmes. Et puis de lettrés. De lettrés, évidemment. Mais vraiment, il était entouré de femmes. Et puis de lettrés, il a mis en exergue tous les talents de son temps. Donc c'est un personnage, d'une certaine manière, vraiment éminemment intéressant, on peut le dire. Et puis le pape qui quand même l'a sacré la nuit de Noël 800, et ça reste un moment fondateur quand même dans l'histoire de l'Europe. Mais encore une fois, on ne peut pas dire que c'est l'empereur de l'Europe, le père de l'Europe. Ça n'a pas de sens aujourd'hui de vouloir absolument en faire le père de l'Europe. Le fait est qu'on a essayé quand même. On a essayé, oui. Et que je crois je trouve que d'une certaine manière, Rodolphe de Habsbourg, par exemple, était un plus grand Européen. Rodolphe de Habsbourg qui hérite... Alors vous savez qu'il y avait 2 branches. Il y avait l'héritage de Charles Quint avait été divisé entre la branche de Madrid et celle de Vienne. Et lui détestait Vienne.
Vienne était une ville qui considérait comme pudibonde, un peu ce qu'elle est, ou ce qu'elle était et ce qu'elle est, d'une certaine manière, très catholique, etc. Alors il arrive, il monte sur le trône, on est à la fin du XVe siècle, au moment où il y a évidemment les guerres de religion. Et il règne sur un empire où il y a la réforme. La réforme est là, il y a la moitié, il y a des catholiques et puis beaucoup de protestants dans son empire. Et lui quitte Vienne et s'installe dans une autre ville qui est Prague. Et il devient en fait l'empereur de Prague. Et pour ceux qui sont allés visiter Prague, au Rajtin par exemple, qui est le palais royal, eh bien la présence de Rodolphe est quelque chose de considérable, d'abord très forte, parce que la Schatzkammer, la salle du trésor, eh bien tous les trésors, à commencer par la couronne impériale, eh bien c'est lui qui l'a créé, qui l'a constitué. Il adorait, il a acheté tous les trésors. Archimboldo, par exemple, le fameux portrait de Rodolphe II par Archimboldo, eh bien je crois qu'on connaît tous ce tableau d'Archimboldo. Et puis, il a acheté les Léonard de Vinci, il a acheté tous les grands peintres de l'époque, les Caravage. Tous les peintres de l'époque, c'est lui qui a conçu toutes les collections des Habsbourg et que vous pouvez voir dans les musées, tant à Prague qu'à Vienne. Donc, ça a vraiment été un grand empereur, mais qui était associable, on peut le dire. Il était taiseux, enfin, il détestait la société, il détestait de voir les gens, il était très mal à l'aise, très renfermé sur lui-même. Et il s'est entouré, il était passionné par tout ce qui était l'obscurantisme, les sciences ésotériques, par tout ce qui était l'alchimie aussi. Il était persuadé qu'il pourrait trouver la pierre philosophale. Il faisait des expériences, il avait créé des laboratoires. Donc, il est très 16e siècle, il est très 16e quand siècle, même, oui. dans ce Mais c'est un personnage, curiosité. Un personnage très attachant. Et qui, comme beaucoup d'empereurs, est mort dans l'indifférence générale, y compris son frère Mathias Ier, qui l'a enterré sans même lui rendre un dernier hommage. Et en même temps, il y a une forme de paradoxe, puisque cet Habsbourg-là avait quasi renoncé au pouvoir bien avant de mourir, enfin une dizaine ou une douzaine d'années avant de mourir, et il entre dans ces profils de souverain, de monarque, à fortiori d'empereur, qui n'ont d'empire que le nom. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, Dom Pedro du Brésil, puisque je saute là, on ne fait pas dans la chronologie, mais c'est exactement pareil. Voilà un homme qui ne s'intéresse pas du tout au pouvoir. Lui, ce qui compte, c'est de venir siéger à Paris, à l'Académie des sciences. Voilà un homme qui a le titre de correspondant étranger de l'Académie, qui est à l'Académie royale de Belgique. On est au 19e siècle. On est à la fin du 19e siècle. Il est descendant des Bragances. Pierre Ier fonde l'Empire du Brésil, 1822, l'indépendance du Brésil. Lui est un petit enfant. Son père est déposé, il devient l'empereur Dom Pedro II. Il épouse une princesse de Bourbon-Sicile. Il régnera très longtemps. Et c'est un homme qui ne s'intéresse qu'aux sciences. C'est sa passion, et les lettres. Il entretient une correspondance avec tous les grands esprits français de l'époque. D'ailleurs, il mariera sa fille Isabelle à un Français, le comte II, qui lui-même était le grand-père de la comtesse de Paris. Donc, c'est vraiment, il n'aime petit-fils donc de Louis. Il marie sa fille à un petit-fils de Louis-Philippe. Donc, il écrit. Il y a toute la correspondance. J'adorerais l'avoir publiée un jour avec Victor Hugo, qui est absolument passionnante. Victor Hugo qui, soi-disant, détestait les empereurs, mais qui aimait beaucoup celui-là. C'est l'homme qui fait venir le téléphone. Il a la première ligne de téléphone. Il fait venir le téléphone, il construit des ports, il fait venir... c'est vraiment quelqu'un qui a été un révolutionnaire dans l'âme et qui a installé au Brésil toutes les techniques... l'homme des techniques. Tellement révolutionnaire qu'il a régné 58 ans et quand la révolution arrive, il ne la fait pas réprimer. Et c'est non seulement ça, mais c'est la seule révolution qui a été menée contre le peuple par les possédants. C'est-à-dire, c'est la seule révolution bourgeoise. Ça arrive parfois, quand même. Parler ? Ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Mais on peut dire, en France, c'était une révolution bourgeoise aussi, mais le peuple défendait son empereur. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à sa fille Isabelle, qu'on appelle Arredendora, la rédemptrice, de signer la loi d'or qui a aboli l'esclavage. Et c'est l'empereur du Brésil, Dom Pedro, qui a aboli l'esclavage. Les propriétaires terriens se sont révoltés. Et avec les militaires qui venaient de gagner péniblement, au bout de quelques années, la guerre contre le Paraguay, et qui étaient assez
infiltrés par les idées positivistes, eh bien, se sont ligués avec les grands propriétaires et ont fait la révolution contre le peuple et contre l'empereur. Et l'empereur est parti en disant, écoutez, moi je ne veux surtout pas tirer sur mon peuple qui m'aime et que j'aime. Et donc, il a préféré... eh bien, et depuis, il y a eu, je ne sais pas combien de pronunciamentos militaires et combien de coups d'État au Brésil. Et on voit que la démocratie est aussi du mal. Mais ce qui m'a amusé, c'est qu'en 93, ils se sont rendus compte que l'empire n'était... que la République n'était pas légale et qu'il fallait poser la question aux gens. Ça, et oui, j'ai été au Brésil en 1993, ça c'est pour la petite histoire, et ils ont refait un référendum qui n'avait... parce qu'ils se sont rendus compte que constitutionnellement la République n'était pas valide. Il n'y a que eu 40% de gens qui ont voté pour le retour de l'Empire. Ce qui est quand même pas mal, quand même. Surtout que... Et en même temps, il convient de s'interroger peut-être sur... le sens. Qu'est-ce qu'un empire ? Qu'est-ce que c'est qu'un empire dans ces conditions-là ? Parce que finalement, l'idée qu'on en a communément, on parlait de Charlemagne tout à l'heure, c'est l'idée de mettre sous une même autorité. D'abord, on pense à régime, oui. Empire en tant que principat, et pas empire forcément en tant que extension territoriale. Dans le cas de Charlemagne, les deux coïncident, donc on est dans la restauration d'un pouvoir politique particulier qui se veut, universel, 2, qui a un côté belliqueux, Charlemagne c'est évident, et qui veut englober une multiplicité de peuples, et puis 3, alors c'est pas tout à fait vrai pour Charlemagne, mais c'est vrai pour d'autres, qui exclut éventuellement, qui déporte, exclut une partie des populations qui seraient trop récalcitrantes. Or, dans le cas de Don Pedro... Bon, c'est un peu différent avec Rodolphe II de Habsbourg, oui, sauf que lui, ça s'est terminé juste sur la Bohème, mais même Hirohito, il n'y a pas de mosaïque de population. Il n'y a pas de mosaïque. Quel est le sens ? Le sens, c'est la mosaïque, en fait. Oui. C'est aller au-delà de ses frontières naturelles. Voilà, mais la première chose que fait Napoléon, quand même une cohérence. Il y a une cohérence, mais en même temps, là, c'est une question d'empire au sens de vaste, au sens de la dimension. La dimension universelle, parce que finalement, quand on y réfléchit, l'impérium dans ce sens-là, il y a une très forte dimension universaliste. C'est le cas du Japon. Alors, par exemple, le cas du Japon, c'est d'être une entité à part entière, très différente du reste du monde. L'empereur Hirohito se considérait toute sa vie durant, même jusqu'à sa mort, alors qu'il avait renoncé à sa condition divine, comme le fils de la déesse du soleil Amaterasu. Le 124e, on disait, le 124e fils de la déesse du soleil. Donc il était une sorte de divinité. Et donc le Japon se conçoit comme un empire à part entière. C'est l'empire du soleil levant. Oui. D'ailleurs, le drapeau japonais, c'est un soleil levant. Oui. C'est cette boule rouge comme ça. En même temps, ça contrevient un petit peu à l'idée qu'on en a vu d'ici, si je puis dire, dans une forme d'histoire, pour le coup, déconnectée, très européano-centrée, qui découle de l'idée impériale telle qu'elle est inventée, pas inventée, parce qu'en réalité, les Assyriens avaient déjà inventé le système, mais disons par Rome, le passage en fait, de la République. Je crois que la référence, c'est Rome. La référence est Rome, disons, pour tout ce qui est par ici, parce que les empires du européens. côté des Japonais, il est clair que c'est pas Rome qui a influencé. Mais on voit qu'ils sont des empires. Quand on voit ce qu'ils ont fait en Corée, ce qu'ils ont fait en Chine, ce qu'ils ont fait aux Philippines, ce qu'ils ont fait... Et on le voit bien, là, on a commémoré un peu partout les 70e anniversaires de la chute, justement, de la fin d'Hiroshima et la fin de l'empire nippon sur les colonies, mais ils sont comportés de façon impérialiste. Alors là, empereur, empire, impérialisme. Ils ont justifié l'impérialisme par leur statut impérial. Mais tous les empires sont-ils impérialistes ? Par exemple, Don Pedro du Brésil ne l'a pas été. Il a été au Paraguay. C'était l'erreur de sa vie, c'est de vouloir imposer sa loi à l'Amérique du Sud. De même que Napoléon, au moment où il se fait sacrer empereur, il a imposé ses frères, il a couronné ses frères partout en Europe. Mais Rodolphe de Habsbourg, non, en revanche... mais il régnait. Ça, c'était une tradition de l'Empire romain germanique, c'est-à-dire régner sur des peuples très divers par-delà ses frontières naturelles. Parce que quand vous prenez le Habsbourg, je ne sais pas si vous êtes allé à l'origine des Habsbourg, mais c'est un petit village, c'est-à-dire qu'ils régnaient sur 3 fois rien. Mais leurs possessions sont devenues telles qu'ils régnaient sur un empire où le soleil ne se couchait jamais, comme on disait de Charles Quint. Donc il y a forcément une vision impérialiste
d'une certaine manière. C'est-à-dire, en tout cas, dans nos régions qui sont liées à Rome, il y a cette vision-là. Et dès lors qu'il y a une vision impérialiste, il y a le sacre impérial. Et c'est ce qu'a fait Napoléon, par exemple. Et d'une certaine manière, et c'est ce qui m'a amusé, parce que de divinisation, parce que finalement Auguste, quand il met fin, quand il devient empereur, il est divinisé aussi. Hein, donc ou sacre, le sacre un petit peu c'est plus une forme, tard. bien voilà. sûr. Et ce qui m'a amusé, c'est de montrer que c'est parce que Napoléon a perdu à Waterloo qu'il est devenu le mythe que l'on connaît. Ah ben oui, mais parfois les grandes défaites sont source de grandes grandes victoires et de grandes gloires. Alors, il est -20 passé. Ah oui, nous avons donc deux solutions. Soit continuer cette discussion entre vous et moi, soit plutôt donner la parole au public après avoir fait un petit tour d'horizon sur ces questions, à la fois l'empire de l'histoire sur Stéphane Bern et les empereurs et les empires dans le livre de Stéphane Bern. Donc, qui se lance? Ah, je vois une question là, deuxième rang. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bern. J'ai peut-être un secret d'histoire pour vous, voire deux. Tout d'abord, est-ce que Napoléon Bonaparte est toujours aux Invalides, la dépouille? Deuxième question, est-ce que Jeanne d'Arc était-elle affiliée à la petite noblesse? Alors, sur Jeanne d'Arc, on le pense, sincèrement. D'abord parce que, contrairement à la légende, elle n'était pas une bergère qui gardait ses moutons à Domrémy. Hein. Elle était très bien éduquée, très bien née. Oui, on pense qu'elle appartenait vraiment à la petite noblesse. Pour Napoléon... Il faut faire ouvrir le tombeau. C'est ce que j'ai été demandé au président de la République un jour, pourquoi on n'ouvrait pas le tombeau. Il me dit, mais si le jour où on dit on va ouvrir le tombeau de Napoléon, mais vous faites fuir des millions de touristes. Et j'ai également écrit aux Invalides, oui. Et on m'a répondu, pas exactement pareil, mais effectivement on m'a répondu que c'était pas possible. Donc je crois qu'il y a maintenant, la décision est prise, c'est on ne remet pas en cause la personnalité de celui ou de je ne sais pas quoi qui est l'aide de camp Cipriani. J'en suis persuadé parce que j'adore ce genre d'histoire. Peut-être. Mais vous savez que on raconte que en fait vous savez où est Napoléon. Oui, sous Trafalgar Square. Il est sous Westminster Abbey. Il est sous dans la crypte de l'abbaye de Westminster, puisque le roi, son ennemi Georges IV, Georges III et puis Georges IV l'ont ensuite l'auraient récupéré. Maudits Anglais, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Perfide Albion, je plaisante. Mais cela dit, j'ai posé souvent la question parce qu'il y a tellement de coïncidences. Quand vous lisez les rapports de la mort de l'empereur en 1821 et du moment où on va rechercher sa dépouille pour le ramener en France sur la belle poule, et vous vous rendez compte que les rapports de ceux qui l'exhument et de ceux qui l'enterrent, c'est pas le même corps. Les bottes sont pas mises pareilles, les décorations sont pas dans le même sens. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Visiblement, ça vous passionne. Donc, c'est le jeu des 7 erreurs. Et donc, il y a plein d'erreurs dans les rapports. Et donc, c'est fascinant de voir qu'il y a là un mystère. Mais encore une fois, il y a 7 sarcophages, les uns sur les autres, dont certains en marbre de Paros, qui protègent la personne qui est enterrée aux Invalides. Donc si vous commencez à dire que vous allez ouvrir, c'est toute une manne financière que nous perdons avec la visite du tombeau des Invalides. Mais visitez-le car le bâtiment est très joli. Hein. Oui, mais le bâtiment ne suffit pas, je crois qu'il faut vraiment aller... Voilà, donc le mystère demeure entier. Je crois qu'il y a une autre question là, aussi au deuxième rang, mais à ma droite. C'est bien, j'ai une vue d'ensemble, donc... Oui, bonsoir. Moi, je voudrais vous faire réagir sur Charlemagne et l'Europe. Alors, c'est vrai que l'Union européenne aujourd'hui est un modèle très complexe et absolument unique dans l'histoire et dans le monde. Et en fait, je suis juriste à la base et il y a quelque chose qui pourrait avoir fait changer complètement l'histoire. C'est simplement à la mort de Charlemagne, le traité de Verdun et l'explosion de son royaume entre ses 3 fils. Et si, tout simplement, la loi de primogéniture était arrivée avant Charlemagne qui avait fait une très grosse administration de son royaume à ce moment-là, ça aurait pu changer complètement la face de l'Europe. Et c'est peut-être pour ça
que Charlemagne est considéré, même s'il n'a pas du tout eu l'intention de le faire, comme un Européen ou comme le premier Européen éventuellement, après qu'il soit passé à la postérité, bien sûr. C'est possible, c'est très possible ce que vous dites, oui. La primogéniture n'existait pas à l'époque, en tout cas c'est arrivé par la suite où on associait son fils aîné d'abord dans un premier temps, puis ensuite on le faisait sacrer de son vivant, puis ensuite il héritait. C'est très possible, je sais que les juristes aujourd'hui détestent la primogéniture. Vous savez, c'est quelque chose en France qui est... D'abord, c'est interdit par la loi. Hein. Oui, on a changé de régime. On a changé de régime. Voilà, objectivement. Depuis Napoléon. Mais je voulais dire justement par rapport à la séparation de l'Empire, bien sûr, où après, dans l'histoire, il y a eu Charles Quint et François Ier se sont opposés, alors qu'à la base, ils venaient du même royaume, enfin du même empire de Charlemagne. Oui. En même temps, quand il meurt en 814, la question ne se pose pas vraiment. Donc, c'est un peu fortuit, en réalité. C'est-à-dire qu'on a partagé, on a partagé entre ses fils. Et ensuite, ses petits-fils ont démantelé complètement tout ce qu'il avait construit patiemment durant sa vie. C'est difficile de refaire l'histoire, mais si la primogéniture avait existé, oui, peut-être son fils aîné aurait hérité d'un empire, et on parlerait tous... en même temps, si on regarde les choses un peu haut, il semble quand même que les empires... sont voués à l'échec. Ça, c'est une conversation qu'on a eue avec Isabelle. À se démanteler et à renaître éventuellement de leurs cendres. Mais ils sont destinés à... Pour moi, un empire est destiné à mourir. C'est une construction qui est artificielle. Mais oui, mais toutes les constructions humaines le sont, en réalité. Mais dès lors qu'elles sont humaines, parfois, et que d'autres hommes ou d'autres femmes, évidemment, les poursuivent, elles peuvent se maintenir. Certaines, en France, se sont maintenues pendant plusieurs siècles. Ce qui est intéressant, c'est un empire est voué à un échec parce que souvent, il est lié à une personnalité qu'il constitue. Alors oui et non, parce que regardez Byzance. Oui, Byzance a tenu, mais... Enfin, l'empire byzantin, que l'on dit byzantin, et qui dure 1000 ans. Enfin, finalement, l'Empire romain ne meurt pas. Enfin, l'Empire romain dure 1400 ans. Oui. Donc, mais il finit par démanteler. Regardez l'Empire ottoman. Oui, mais ça a duré 1500 ans. Vous en connaissez beaucoup des entités qui survivent comme ça pendant 15 siècles? On n'a pas le même rapport au temps aujourd'hui. Ah bah non, certes, mais... Non, bon. On est en quinquennat, vous pensez Nous, on réfléchit de 5 ans en 5 ans. Oui. Bah, c'est peut-être mieux que de réfléchir de 1500 ans en 1500 ans. Oui, parce que si c'est pour les garder 1500 ans, certains... Surtout, ça nous dispenserait de réfléchir. Oui, oui. Ce qui serait peut-être ennuyeux et en même temps un peu reposant. Oui, c'est vrai. Une autre question? Alors, Bonjour. Bonjour. Je me posais une question. On parle souvent des empires pendant l'Antiquité, le Moyen-Âge, c'est très bien, mais aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore des empires? Assurément. L'Empire américain. Et en quoi, justement, ce sont des empires, finalement? Ça se discute? Je pense que ça se discute, moi. Oui, ça se discute, mais... Attendez. Le réflexe conditionné revient au galop. Non, mais vous avez raison, ça se discute. On peut être ou ne pas être d'accord, mais... Non, mais la question, c'est de quoi parle-t-on quand on parle d'empire, hein? Donc là, en réalité, moi, je vais faire mon ennuyeuse, là. Oui. Hein, allez-y, Isabelle, voilà, j'adore. Voilà. Donc, celle qui empêche d'en sortir. Non, mais il faut revenir un petit peu aux définitions, quoi. Le régime et l'extension territoriale. Donc, si on considère que l'empire, c'est une emprise sur un territoire vaste de quelqu'un qui n'est pas forcément un empereur, de fait, hein, on peut parler d'empire américain. Mais en même temps, l'Empire américain, il en a quand même, il a un peu de plomb dans l'aile. Mais il y a tout de même une vision hégémonique, quand même, d'une certaine manière. Oui, de sa puissance. L'hégémonie, il n'y a pas besoin d'être un empire pour être hégémonique. Voilà. La Russie est un empire. Oui, enfin, elle n'y est plus trop pour le moment et elle rame pour essayer de... Elle essaye de le redevenir. Ouais. Mais regardez, c'est ce que je trouve toujours intéressant, et j'avais été passionné par un petit livre dans la collection Que sais-je
Jérôme, c'est Sfez qui a fait il s'appelle Jérôme peut-être, je ne sais plus. Son prénom m'échappe. En tout cas, Lucien, non, Jérôme Sfez peut-être, qui s'appelait la symbolique politique. Et en fait, il expliquait que tout est affaire de symbole en politique. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est le jour où Vladimir Poutine a remis l'emblème impérial sur tous les drapeaux russes. Et ce jour-là, ça voulait dire quelque chose pour lui. C'est-à-dire, c'est un signe, vous montrez au monde que l'Empire n'est pas mort. Et voilà, quand il a parlé de la première conférence, ça m'a frappé. À peine il avait conquis d'une certaine manière une partie de l'Ukraine, que de nouveau, il y avait tous les drapeaux à l'aigle bicéphale qui se sont déployés sur Donetsk et sur la région. Donc la symbolique est importante quand même. Et donc il essaye à nouveau de ressusciter l'empire soviétique, enfin l'empire russe, ou traditionnel ou soviétique, c'est selon. Une dame tout devant. Je crois que c'est une dame. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Qu'est-ce madame. qui a fait qu'un empire devienne un royaume? Ou l'inverse? Ou l'inverse. Et qu'un empereur, en fin de compte, le plus empereur, mais devienne roi. On change le nom. Il y a l'exemple que j'ai en tête, par exemple, le roi de Prusse qui devient empereur d'Allemagne, ou empereur allemand, comme on disait. C'est-à-dire qu'il assure la suprématie de la Prusse sur l'Allemagne. Mais ça n'a jamais fonctionné. Dans l'histoire, c'est une période extrêmement courte, 1871-1918. Donc c'est intéressant de voir d'ailleurs, quand on voit l'échec de Sadova, enfin la fameuse guerre de Sadova avec tous ces rois allemands qui refusent d'entrer comment dire, de se mettre sous l'aile protectrice de la Prusse, à commencer par le roi de Bavière, qui considère que ces Prussiens sont épouvantables. Donc un royaume devient difficilement un empire, et je ne connais pas d'empire qui soit redevenu un royaume. C'est-à-dire que Charlemagne, quand il restaure l'Empire, avant d'être empereur, il a été roi. Oui. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas si votre question c'est est-ce qu'il y a un sens de l'histoire d'une manière ou d'une autre pour aller de l'un vers l'autre et inversement. Je pense que ni l'un ni l'autre. Enfin, ce que disait Stéphane tout à l'heure me semble tout à fait juste, c'est que tout ça est nourri, enfin pour ce qui est de la dimension impériale au sens de pouvoir politique d'abord et d'hégémonie ensuite, est nourri de symboles. Et donc la restauration impériale de l'an 800, avec le couronnement de Charlemagne, le sacre de Charlemagne, par le pape, c'est vraiment le produit de 20 ans d'un travail intellectuel intensif d'individus autour de lui, des gens comme Alcuin, voilà, etc., qui sont absolument convaincus que, compte tenu des victoires et de la dynamique, on dirait aujourd'hui, parce que le terme est totalement anachronique pour l'époque évidemment, dans laquelle se trouve Charlemagne, il y a là d'évidence une restauration impériale à opérer, sachant que l'idée générale, c'est que finalement l'Empire s'est éclipsé, mais qu'il n'a pas vraiment complètement disparu. Aussi parce qu'il faut admettre l'idée que l'Empire survit de l'autre côté de l'Europe, ce qui est quand même un petit peu un problème. Donc la charge symbolique est très forte. Très fort. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que dit Isabelle, un roi n'a pas besoin de représentation de son sacre, par exemple. Vous avez tous les rois de France en costume de sacre, depuis les plus récents qu'à la Révolution. Et puis même après, Charles X s'est fait... Alors que tous les sacres d'empereurs sont des mises en scène. Vous avez le fameux tableau de Gérard, le sacre de l'empereur, Napoléon. C'est tellement mis en scène qu'il y a même des absents qui ont été rajoutés sur la photo.
Si sur la photo, vous voyez, parce que c'est comme une photo d'ailleurs, comme sur le tableau. Hein, vous en avez deux, un au Louvre et un à Versailles. C'est fascinant de voir que les sœurs ont refusé de porter la traîne, mais là, sur l'image, elles portent la traîne. Madame Mère n'était pas là, on l'a rajoutée. Enfin, tout est mis en scène. De même que je vous parlais de l'Empire allemand, eh bien, il y a ce fameux tableau dans la Galerie des Glaces de Versailles. Encore une fois, on est dans le symbolique pour montrer l'écrasement de la France après la guerre de 1870. On est en 1871 et vous avez Bismarck qui célèbre l'avènement de Guillaume Ier comme empereur allemand devant tous les rois d'Allemagne. Donc Bavière, Hanovre, etc., Saxe et j'en passe. Donc ça nécessite une mise en scène parce qu'à mon sens, c'est tout à fait... je ne dis pas que c'est illégitime, mais c'est artificiel. Et en même temps, empêcheuse de danser en rond. Oui. Pour ce qui est des rois de France, en tout cas, mais pas seulement, il y a un ordo du sacre, Oui. voilà, qui règle la cérémonie. Et donc là, c'est la rémoise qui parle, enfin, la rémoise d'adoption, qui règle la cérémonie au millimètre. Et les ordinesses des sacres, donc comment traduire ça en français, hein, les ordres, ce qui règle le sacre, donc la cérémonie, qui, quoi, quand, comment et dans quel ordre, c'est quelque chose dont on se préoccupe assez tôt. Il y a aussi une mise en scène. C'est tiré directement de l'Ancien Testament. Voilà. Alors, c'est copié. Enfin, on a pris le sacre du roi Salomon. Absolument. Et puis et on y a ajouté des tas de trucs. Notamment ce qu'on appelait l'assentiment populaire. Oui. L'acclamation. L'acclamation. Mm. C'est-à-dire qu'il fallait que le peuple dise oui, nous le voulons. C'était un début de sacre. Y a-t-il d'autres questions? Il y a M. Cipriani qui revêt une deuxième question. Non, je ne connais pas monsieur, mais je le vois au deuxième rang. Monsieur aimerait poser une... il y a monsieur au premier rang. Pardon, monsieur Cipriani. Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous poser une question, enfin plus avoir votre avis sur les programmes scolaires en histoire aujourd'hui, vu que par ma profession, enfin dans le tourisme, j'ai pu avoir de nombreux contacts avec certains professeurs qui m'ont dit que ça devenait n'importe quoi, et je voulais avoir votre avis sur ces programmes scolaires d'aujourd'hui. Alors je ne dirais pas c'est n'importe quoi, parce que je crois qu'ils sont travaillés, étudiés, etc., et que c'est très complexe. Je ne me permettrai pas d'émettre un jugement. Et je crois que la ministre, d'ailleurs, est à Blois aujourd'hui, donc vous aurez peut-être l'occasion de lui poser la question plus directement. Moi, ce que j'ai, c'est ce que me disent les profs d'histoire. Première chose, ils me disent, en 3e, 4e notamment, on doit faire de l'Antiquité à nos jours. On n'y arrive pas. Il n'y a pas assez d'heures d'enseignement. Il n'y a pas assez d'heures et on ne veut pas rajouter des heures d'enseignement. Et en plus, comme je vous l'ai dit, et c'est très sérieux, c'est que l'enseignement de l'histoire est tellement mal considéré. Vous savez, les gamins entre eux disent « Ah ben non, attends, les cours de maths, là, faut pas les louper. Oh, il y a histoire géo, c'est bon, là. » Voilà. J'ai entendu, mais on entend ça. Pas tout à fait vrai, en réalité. Pas tout à fait vrai. Non, les enquêtes démontrent le contraire. Ah oui. Ouais. Moi, j'en ai rencontré pas mal. Il y a le ressenti et la réalité. Il y a le ressenti et la réalité. C'est pas fou, Isabelle. Mais, donc je me mets à la place des profs. C'est vrai qu'en ce moment, on rajoute des choses. Je trouve formidable qu'on apprenne l'Empire du Mali, tiens, on parle d'un empire, l'Empire du Mali, qu'on rajoute des choses, peut-être pour rendre l'histoire plus concernante pour un certain nombre de personnes qui sont en âge d'être scolarisées. Mais en même temps, faut-il pour autant retrancher ce qui fait le ciment de notre nation? Je ne suis pas sûr. Vous savez, on est arrivé à une chose tout à fait absurde il y a 2 ans, qui était qu'il y avait l'enseignement optionnel, c'était la Révolution ou l'Empire. Mais c'est pas possible, on ne peut pas comprendre l'Empire si on n'étudie pas la Révolution. Et comment dissocier les deux? Et puis le règne, le grand siècle, par exemple, c'était intitulé « La journée du roi ». Mais même moi, qui suis très favorable à ce qu'on mette en exergue les grands personnages pour bien comprendre l'histoire, je trouve ça scandaleux. Je trouve que le grand roi était un grand roi parce qu'il a su agréger autour de lui des grands talents. Le brun, le veau, le nôtre, et j'en passe.
La Fontaine, Molière et Lully et tant d'autres. Donc c'est en cela que pour moi c'est un grand moment. Mais la journée du roi, son lever, son coucher, non mais ça devient... Là vous vous dites, oui, ça m'inquiète, disons. Alors en même temps, ça m'inquiète pas tant que ça, parce que je me dis, comme je reçois à peu près une centaine de lettres par semaine de gens qui me disent « Ah merci, grâce à vous, je fais une cours de rattrapage d'histoire », je me dis que grâce à l'éducation nationale, eh bien, j'ai plein de lecteurs pour les années à venir. Et encore plus de téléspectateurs. Je crois que nous avons... Ah, il y a une question encore. Il y a le micro. Dernière question, alors oui. peut-être. Pensez-vous que... Ah, et il y en a là-haut. Bon. Ah oui, là-haut. Pardon. Deux questions. Pensez-vous que les empires, et aussi bien les empires économiques, dans le sens du terme, ont-ils un avenir? Ou bien tendons-nous vers des États-nations? Pourquoi pas un retour aux monarchies? Ou bien à des micro-sociétés? Je ne sais pas. C'est un petit peu de la science-fiction, je sais. Mais... Oui. Merci. Eh bien, j'aurais dû amener une boule de cristal. Alors là, en la matière, je confesse mon incapacité à voir ce qui peut se passer. Je ressens simplement que, oui, on est en train d'aller vers quelque chose, small is beautiful, et les gens ont au contraire une sorte de défiance vers tout ce qui est un peu hégémonique, un peu notion d'empire. On le voit même dans la défiance vis-à-vis de l'Europe, hein, qu'on voit dans l'opinion tout de même. Enfin, il ne faut pas être grand clair. Et quand vous voyez, par exemple, que même en Espagne, la Catalogne, la Flandre dans une moindre mesure, mais l'Écosse qui essaye oui, il y a l'envie, peut-être qu'on a eu le sentiment à un moment, de façon très diffuse, que ce magma, cette espèce de grand empire qui était en train allait nous broyer, même un empire économique, hein, d'une certaine manière, allait nous broyer, que notre individualité, que même notre nation allait peut-être disparaître, et donc ça crée des tentations, oui, identitaires plus fortes. Oui, c'est très, très possible. Mais là, je suis comme vous, hein, je suis simplement observateur de ce qui se passe autour de nous dans la géopolitique. Les historiens ne sont pas là pour dire l'avenir. Ah. Sinon, ça se saurait. D'ailleurs, on nous le reproche parfois. Oui. Alors, la question qui est... Alors, c'était pas une question, et c'était dans la suite de ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. On imagine que vous avez des pouvoirs magiques, puisque là, un instant, vous êtes à la magie. On vous permet de transformer l'éducation nationale et de faire ce que vous voulez dans les programmes d'histoire. Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est un terrain glissant, mais moi, je n'ai pas peur des terrains glissants. Premièrement, je remets la chronologie. Parce qu'on parlait de l'espace-temps, et franchement, on n'apprend pas en 3e ce qu'on apprend en 4e, ni en 5e. Eh bien, pourquoi ne pas, année après année, aller un peu plus loin dans le programme? Je sais que c'est quand même fou de reprendre chaque année, hein, c'est un peu ça ce qui se passe. C'est que chaque année, de façon plus ou moins, on fait des focus maintenant, on appelle ça les choses bougent. Mais d'abord, je remets de la chronologie. Et j'essaye de remettre, de faire des choses un peu plus accessibles. Et surtout, redonner, si on me laisse faire, oui, on va faire en sorte que l'histoire de France fédère tous les jeunes Français qui sont en âge d'être scolarisés, oui. Je trouve, je raconterai pas un roman national, mais simplement peut-être faire venir des historiens davantage dans les cours, puisqu'il faut intéresser, peut-être demander des exposés. Moi, je me suis passionné pour l'histoire quand le lycée Carnot, où j'ai fait mes études, m'a demandé un jour de faire une exposition sur les résistants au lycée Carnot. Et là, j'étais en 3e, je crois. Ça m'a passionné parce que j'ai découvert que beaucoup des camarades de mon âge, eh bien, c'était en novembre 1942, s'étaient rebellés et avaient marché sur... Il y a encore une plaque, d'ailleurs. D'ailleurs, la plaque, c'est assez étrange. Elle est à la sortie du métro, en haut des Champs-Élysées, sur le mur qui donne sur l'ambassade du Qatar. Bref. Non, mais oui, c'est... Enfin bon, vous savez, il ne faut plus s'étonner de rien. Alors donc, cette plaque rappelle justement ce mouvement de tous les étudiants, de tous les lycéens parisiens. Et je me suis senti investi d'une mission.
Je me suis senti comme ces camarades qui avaient mon âge, mais qui ont, pour beaucoup, sont jamais revenus, ont été pris par la police et ont été parfois torturés. Et voilà, parce qu'ils ont résisté alors qu'ils avaient 15, 16, 17 ans. Je me suis investi, je me suis senti, ça devenait mon histoire. Donc j'aimerais qu'on fasse en sorte que l'histoire qu'on enseigne devienne notre histoire. Mais ça, je pense aussi, pardon, et je vais dire ce que je pense, j'ai rencontré ceux qui font les programmes, il y a beaucoup d'idéologues. Voilà, et tout est dit. Et ce sont les mêmes qui me conspuent publiquement, ainsi que des gens comme Franck Ferrand ou que Laurent Deutsch, alors qu'on fait tout pour essayer de faire aimer l'histoire de notre pays. En même temps, ils sont dans leurs droits, mais je trouve ça navrant. Encore une fois, comme disait Isabelle en préambule, c'est vrai que l'histoire nous passionne tellement que chez nous, ça devient vite la foire d'empoigne. Mais je pense qu'on peut appréhender les programmes scolaires historiques sans idéologie, sans idées préconçues, sans idéologie peut-être, mais enfin c'est quand même un sujet, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, très sensible dans notre République. Et donc c'est très très compliqué. Enfin, moi, mon point de vue, je ne suis pas capable, je crois, de concevoir un quelconque programme scolaire. Enfin, encore que, en y réfléchissant, finalement, on peut peut-être y arriver. Mais ce que je voudrais dire, et quand même qu'on retienne, c'est l'extrême complexité de la chose. Ah oui. Hein, c'est-à-dire qu'on a cet art consommé de critiquer, dans un sens ou dans un autre. Bon, il faut quand même prendre conscience que l'enseignement de l'histoire aujourd'hui, et donc la conception de programmes, est une chose d'une infinie complexité. Et je crois que c'est facile une fois que la critique est facile, voilà, alors que la construction est très difficile. Et c'est pas une défense et illustration ni de ces programmes-là, ni même des précédents. Hein, c'est simplement un constat dans la multiplicité des choses qu'on peut retenir pour diverses raisons, hein, et dans la construction d'une histoire à enseigner à nos enfants et à tous nos enfants dans un pays comme le nôtre. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Mais alors, pour vous rassurer, pour terminer sur une note positive, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne me demandera jamais d'établir les programmes scolaires. C'est une super bonne nouvelle pour toi. Merci. Merci beaucoup de votre attention. Merci de votre attention. Merci à Isabelle. Merci beaucoup. C'est un moment très agréable.